Salut Franck, salut à tous. Bonjour César, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendiez, vous nous en avez pas mal parlé sur quand investir, avec quelle taille de position. On va parler risque, diversification, concentration, parce que c'est un sujet qui revient assez souvent. En fait, on se dit souvent, est-ce qu'il faut courir ses gains, couper ses pertes, combien est-ce qu'il faut mettre sur une seule action, est-ce qu'il faut être concentré, diversifié. On va voir un peu ce qu'on fait des gros acteurs comme Warren Buffett, Lynch ou évidemment William Higgins. Et puis avec Franck, on va vous partager aussi un peu quelles sont nos thématiques préférées par rapport à ça sur le market timing et la taille de position. Et donc l'idée c'est qu'à la fin de la vidéo, vous n'ayez pas une grille de lecture extrêmement précise, mais qu'en tout cas vous ayez des éléments par rapport aussi, et c'est ça le plus important, à votre manière de fonctionner, puisqu'encore une fois on vous donne pas de conseils à proprement parler, mais plutôt des outils pour que vous puissiez les utiliser. On va peut-être commencer sur le premier sujet, qui est le sujet du biais comportemental. Je sais que la notion de biais, elle te parle beaucoup, Franck. Il y a cette étude, l'effet de disposition de Kahneman et de Tversky, où on parle souvent d'un adage qui est en fait assez bateau, qui est le fait de garder les winners qui améliorent la performance et de conserver ces losers la détruit. Je crois même que dans le private equity, on dit souvent que sur 10 investissements, il y en a un qui est censé répliquer toute la performance du fonds. Et on le verra avec les multi-baggers ou les baggers des grands gérants. Parfois, ils sont assez concentrés. Toi, je sais que tu as un avis un peu plus tranché là-dessus. Je trouve que c'est un adage qui est magnifique, qui est littéraire, etc., qui parle, qui est une belle image, mais dans la réalité, je pense que quand on investit, enfin surtout quand on est investisseur dans la valeur, value investing comme nous, généralement on a une valeur cible qui est une valeur intrinsèque, et sauf si l'entreprise délivre autant et crée plus de performance que son cours a progressé, généralement il est très compliqué de garder une action qui a fait x10, x15. À un moment, t'as forcément un niveau où tu te dis le potentiel ne vaut plus le coup, et surtout qu'on raisonne en fait dans un univers où tu fais toujours un arbitrage entre le potentiel, le risque de ma position et qu'est-ce que me propose le marché. Donc les adages boursiers, c'est bien pour avoir des repères, et apprendre à l'appliquer à titre personnel, c'est différent. Donc moi, je trouve qu'il est plus intéressant de raisonner en potentiel risque de la position actuelle et de voir ce que le marché propose et après de générer un arbitrage, de couper tout le côté sentimental, affect qu'on peut avoir sur une action qu'on détient peut-être depuis 5, 6, 7, 8, 9, 10 ans. Mais si elle présente un potentiel, bon, là on raisonne hors fiscalité, mais si elle présente un potentiel par rapport à son objectif de 20% et qu'on a sur les mêmes ratios et sur la même définition d'objectif de cours, une autre ligne qui peut nous présenter un potentiel de 50%, ça n'a plus de sens de continuer à détenir cette ligne. Ouais, en fait, ce dont tu parles, c'est une notion de relativité de la position par rapport à d'autres positions et donc d'arbitrer pour savoir si à l'instant T, elle est plus intéressante à conserver qu'une autre. Puis après, il y a aussi un sujet qui va revenir, on en parlera sur la taille des positions. Mais parfois, en fait, si on a un 10 baggers dans son portefeuille, forcément, la taille de la position devient aussi hyper importante et donc ça crée une concentration qui peut créer un risque. Mais ça, on y reviendra juste après. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Peter Lynch, il a eu des 10 baggers, donc des boîtes qui faisaient plus de x10, qui compensaient en fait 80% du reste. Et c'est pour ça que dans l'étude en question, on parlait de ça, c'est qu'en effet, des très très grands gagnants vont faire forcément une grande partie du portefeuille. Et d'ailleurs, nous on en parle souvent sur le S&P 500, mais aujourd'hui, une très grosse partie du S&P 500 est représentée par les fameux Magnificent Seven qui font quasiment toute la performance du S&P. Ouais, c'est ça, c'est la concentration. Donc après, elle est assumée ou non. On peut raconter des belles histoires a posteriori, mais le fait d'avoir un portefeuille très concentré et qui fonctionne, ça veut dire qu'on a eu, entre guillemets, la chance d'avoir les bons candidats. Mais ça aurait pu être tout à fait la même histoire avec avoir un portefeuille très concentré et les trois, quatre très belles grosses boîtes dans le portefeuille qui ont une performance négative. Donc attention à ce biais du survivant et aussi à cette concentration qui présente beaucoup de risques. Ouais, on va revenir après sur la partie concentration et diversification, mais un truc sur lequel je voudrais revenir, c'est on le fera sur une autre vidéo pour vraiment présenter les différences entre le côté deep value et quality value, mais c'est en fait la différence entre des acteurs comme William Higgins qui vont essayer de parier sur des boîtes qui sont des boîtes de qualité, donc avec un ROE et une croissance et des marges intéressantes à un prix un peu réduit, et qui espèrent finalement que parce qu'ils achètent une boîte, si le ROE continue d'augmenter chaque année potentiellement, le PER levé sur EBITDA va rester, on va dire, relativement stable et donc en fait l'action va progresser avec un certain TRI chaque année, ce qui est différent du fait d'investir dans une boîte type
net ou une boîte qui est vraiment une deep value, où en fait, à un moment donné, quand on revient à un ratio, on va dire un price to book ratio qui est plutôt autour de 1, on sait que le travail a été fait et on n'a pas forcément besoin de se dire qu'il va y avoir une réévaluation année après année. Est-ce que toi aussi tu constates une différence du coup de stratégie entre des boîtes qui vont être plutôt deep value et des Ouais, boîtes qualité value? en fait, c'est l'approche complètement différente parce que dans la boîte qui crée de la valeur systématique, après, il faut partir de l'hypothèse où on va continuer à créer de la valeur, ce qui n'est pas forcément évident. Mais quand tu achètes des boîtes que tu appelles toi quality value, nous on appelle ça RAP, rentabilité à petit prix, en fait, tu as très grosse marge de sécurité. C'est, dans notre cas, dans ce qu'on fait, c'est que non seulement tu as un bilan qui est solide, donc la décote sur le bilan n'est pas forcément évidente, mais tu as quand même une création de valeur du fait d'une croissance rentable. Donc là, tu peux être beaucoup plus à l'aise, entre guillemets, avoir une ligne qui va être, entre guillemets, surpondérée dans ton portefeuille par rapport à des dos basses type net. Quand tu en trouves déjà, c'est une fenêtre de marché qui est très courte sur une période de temps de 20 ans. Tu en as peut-être 2 ou 3 ans, tu peux vraiment en avoir beaucoup et tu sais jamais où est-ce que valeur va être créée. Par contre, quand ça va fonctionner, le multiple, souvent, il va être très important, x2, x3, même plus, et sur un délai de réalisation de ton scénario qui va être assez rapide. Donc tu vois, tu es sur deux schémas différents. Donc un qui crée de la valeur plus ou moins systématique. Sur une net, ça peut être le cas, mais c'est pas toujours le cas. Et quand la valeur va se créer, ça va être assez rapide et sur un multiple plus important. Donc forcément, ça signifie plus diversifié, t'as plus d'inconnus et t'es moins à l'aise, même moi hein, qui fais ça depuis des années, t'es moins à l'aise à mettre une grosse part de ton portefeuille sur une entreprise qui est considérée par tout le monde comme pourrie et avec un bilan de qualité. Deux approches, je pense, complémentaires et qui appellent à des positions et à des objectifs de rendement qui sont pas les mêmes. Ouais, on en avait parlé d'ailleurs un peu pour les membres sur le forum sur la notion de market timing. Je sais plus si c'est Goverdom ou Okavongo qui avait réagi à ça en disant bah moi je ne sais pas timer le marché. Il y a aussi souvent une différence entre on le voit ceux qui essaient de timer le marché avec une notion de momentum. On le voit beaucoup avec William Higgins qui fait des rotations de portefeuille tous les 6 mois en gardant finalement ou en réinvestissant dans les boîtes qui ont les meilleurs résultats ou qui ont la plus belle progression et en se désinvestissant des boîtes qui ont des problématiques de performance ou les résultats les moins intéressants. Là où sur la partie deep value, finalement, bah, plus une boîte est moins valorisée, plus elle va être intéressante. Et au contraire, on va plutôt se renforcer. Oui, t'as raison sur le fait que quand tu achètes des décotes et des actifs pas chers, si le cours baisse, tu vas avoir tendance à vouloir te renforcer s'il n'y a pas de problème juridique ou un litige en cours qui est un truc qui est vraiment pour moi red flag. Attention, ça peut complètement invalider la thèse d'investissement. Mais si tu as des courtiers, par exemple, qui sont passés vendeurs sur un titre et ou qui arrêtent le suivi d'un titre, fondamentalement, ça va rien changer à la boîte, même si elle a des toutes petites pertes, si elle a beaucoup de trésorerie, elle a un gros portefeuille d'actions, elle a de l'immobilier, et tu l'achètes 20% de sa valeur comptable à un instant T, oui, ça fait sens d'en acheter davantage suite, entre guillemets, à cette mauvaise nouvelle. Ce qui va pas forcément être le cas si tu as un biais momentum sur une boîte de croissance, tout d'un coup, qui va avoir un communiqué, par exemple, où tu vois que la croissance est passée de 10% historiquement à 5%. Oui, là, ça peut te faire vendre. Parce que c'est plus du tout la même approche. Ouais, et en fait, c'est intéressant parce que c'est presque des dichotomies de raisonnement. En tout cas, il faut être capable sur un portefeuille global, si on a une partie RAP, quality value, et une partie deep value, d'avoir des structures de pensée un peu différentes en comprenant que les mécanismes sont pas tout à fait les mêmes. Et j'ai envie de reciter une nouvelle fois Warren Buffett en disant sur le court terme, le marché, c'est une machine à voter et sur le long terme, c'est une machine à peser. Donc, il y a vraiment cette notion de prix et de valeur qu'il faut arriver à distinguer sur des approches qui sont un peu différentes. Ouais, c'est ça. Je pense en fonction de la catégorie d'actifs sur lesquels tu vas investir, ton raisonnement et ton approche va différer. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. C'est simplement, toi, en tant qu'investisseur, comment tu es à l'aise par rapport à telle ou telle philosophie d'investissement. Il y en a qui vont être capables de faire les deux. Il y en a qui vont être capables de faire que acheter avoir 1 dollar et le payer 20 ou 30 centimes, pour eux, ça va leur parler. Ils vont être incapables d'acheter une boîte qui fait de la croissance, même si c'est pas très bien, même si c'est pas très chèrement valorisé. Pour moi, il n'y a pas de meilleure approche. C'est juste sois à l'aise, diversifie, il faut rester humble. C'est pour ça, quand tu parlais tout à l'heure de laisser monter les gagnants, oui, certes, mais dans une proportion modérée pour pas se prendre justement cette boîte de croissance qui tout d'un coup se transforme en zéro croissance.
Ouais, complètement. Et t'en parlais juste avant sur la notion de diversification. On parlera de la concentration juste après, mais la question que souvent on nous pose, c'est OK, mais combien de titres suffisent? Il y a une étude qui est assez intéressante qui est Evans, Archer et Statman qui nous disent qu'en gros de 1 à 20 titres, on élimine 70 à 90% d'un risque spécifique. Au-delà de 20, les gains commencent à devenir relativement marginaux. Donc sur l'essence, ce serait de se dire que d'avoir 200 titres, bon bah en fait, on va pas forcément avoir d'intérêt de diversifier plus que d'une trentaine de titres. Là où bah toi tu vas pouvoir nous répondre potentiellement des choses différentes parce que bah à titre personnel, t'es investi sur finalement énormément de lignes, mais tu pourras peut-être revenir là-dessus. En tout cas, c'est intéressant de comprendre que certaines personnes parfois ont des expositions. Je crois que c'était le cas récent de Warren Buffett sur Coca-Cola ou Apple, où à un moment donné, ça représentait 30 ou 40% en termes de concentration de sa ligne. Bon, ça pose réellement question. Alors, attention, parce que Berkshire Hathaway, donc Warren Buffett, on raisonne souvent que son portefeuille d'actions, mais lui, il a plein de business qu'il possède. Donc, si on regarde que le portefeuille d'actions, oui, c'est très concentré, mais c'est une part mineure par rapport au business qu'il a à 100%. Donc, il a du float de réassurance. Donc, en fait, c'est un portefeuille qui est géré, mais dans un truc beaucoup plus gros. Donc, peut-être que ça peut lui permettre d'expliquer le fait aussi qu'il a un portefeuille plus concentré. Et aussi, il a une problématique que nous, on n'a pas, ou on n'a pas encore, c'est qu'il a à gérer des centaines de milliards de dollars. Donc, ses cibles potentielles commencent à être... c'est compliqué. Tu alloues pas, pareil, ton patrimoine et ton allocation de capital quand tu as des sommes comme ça qui sont très, très, très importantes. Euh, oui, et ton autre question, c'était sur... Sur le nombre de titres, en disant que toi, à titre personnel, t'avais un peu plus de titres que les 20 ou 30 Oui, recommandés, mais qu'au-delà de 20, en ouais. fait, le sujet de diversification était moins présent. En fait, moi, je me considère comme un investisseur quantitatif value, enfin plutôt ou deep value. Et dans mon portefeuille, j'aime bien avoir plein de paniers qui répondent à plein de mini-expériences différentes. Donc, si j'ai que 5 titres sur chaque mini-expérience, ça va pas être suffisant, je trouve. Donc, quand tu as plein d'expériences et plein d'actifs et plein de poches d'actions différentes, forcément, tu cumules le nombre de lignes. Moi, ça me convient, c'est mon type de gestion, parce que je suis toujours dans ce test de expérience, renouvellement, j'abandonne, je recommence. Euh, je dis pas que c'est un exemple à suivre. Warren Buffett, il disait avoir beaucoup de lignes, c'est ne pas savoir ce qu'on fait. Moi, je viens de dire oui, c'est vrai. Mais après, il y a quand même un côté humilité. Je pense qu'il faut être humble et savoir reconnaître que le fait de diversifier, c'est aussi se dire je ne maîtrise pas à 100% et je pense que personne ne maîtrise à 100% tous les tenants aboutissants sur une entreprise, une action. Donc, avoir aussi un portefeuille très large. Si on a le temps de suivre à minima toutes ces lignes, ça peut faire sens de réduire ce côté surexposition sur une thématique ou sur une ligne propre. Ouais, complètement. Et puis je reprends on en avait parlé avec William Higgins, mais lui disait que globalement il avait une quarantaine de lignes parce qu'il avait aussi ses contraintes réglementaires que bah, pour répliquer ce qu'il faisait ou le battre, il fallait prendre le top 10 en termes de pondération ce qu'il avait, puisque bah, lui les pondérations étaient liées à la performance et au momentum. Donc il expliquait un peu en se marrant bah, qu'en fait on pouvait le battre assez facilement en répliquant ce qu'il faisait en le concentrant un petit peu. Et forcément du coup ça intègre une notion de risque qui est forcément beaucoup plus forte parce que bah, quand tu as 10 lignes, si une ligne se pète la gueule, bah, en fait ça va ruiner une partie de la performance de tout ce que tu fais. Donc forcément l'un va pas sans l'autre. Et j'allais dire que souvent il y a le troisième critère de liquidité qui vient, mais en général quand on investit en action, la liquidité, sauf à être vraiment sur des micro caps, est plutôt présente. Mais en tout cas la rentabilité suit forcément le risque. Donc plus on est concentré, plus on a possibilité. Et j'allais dire que t'es presque une anomalie là-dessus parce que à un moment donné tu parlais du fait d'avoir quasiment 70 titres ou sujets en portefeuille et tu as quand même réalisé 17% analysé sur les 14 dernières années. Donc, comment est-ce que tu expliques ça par rapport au nombre de lignes? Euh, Parce que en fait, je peux aller sur toute thématique, tout secteur. En fait, je suis agnostique en termes de type de boîte, croissance, value, matières premières, Canada, Japon. Et je pense c'est ce qui me permet d'aller chercher des quelques grosses performances sur très peu de titres, un peu à la Peter Lynch. Et même si des fois j'ai tort sur beaucoup de lignes, c'est très rare que je fasse du moins 100%. Et quand ça fonctionne bien, un peu à la méthode d'un fonds d'investissement, je peux avoir des lignes qui font x3, x4. Et après, je vais réallouer tout ça sur le reste du portefeuille. Donc moi, je suis plus à l'aise à avoir beaucoup de lignes avec beaucoup qui performent peu et quelques-unes qui vont beaucoup performer. Et probablement que c'est atypique,
Mais c'est une approche d'investissement qui me parle et sur laquelle je dors bien, je suis à l'aise. Ouais, il y avait aussi cette étude de Xar Perzik et Fulkerson, Best Ideas, où ils expliquent que les gérants concentrés génèrent plus d'alpha, que la performance vient finalement des positions les plus fortes. Et donc ce que tu dis, c'est qu'on peut à la fois être diversifié, avoir des positions qu'on veut tenir parce qu'on sait qu'elles performent plus que d'autres. Ça serait intéressant de voir sur cette étude le biais du survivant. Est-ce qu'ils ont pris un échantillon de base où tu as aussi tous les perdants, ou alors ils ont pris à la fin, ils ont regardé les meilleures performances sur 15 ans et ils en ont déduit que c'était les portefeuilles de seulement 20 actions. Ça, c'est, je pense, en analyse statistique, historique, etc., il y a beaucoup de biais et faudrait vraiment fouiller cette analyse et voir s'ils prennent un échantillon de départ qui est assez large, représentatif de tout leur univers, ou s'ils partent d'un constat a posteriori qui biaiserait complètement en fait leur analyse. Ouais, c'est vrai. Bon, on pourra mettre le lien de l'étude et on essaiera d'aller creuser ça. Pour revenir sur la taille des positions qu'on peut avoir en portefeuille, il y a une étude qui est l'étude Scholz de 2012 où il parle du fait que la taille des positions a plus d'impact que le timing. Alors, il y a tout un tas de méthodes de sizing, hein, l'équipondération, l'égale pondération, le convictionnel avec parfois des idées où on se dit qu'on va mettre trois fois plus. Et souvent, il y a une espèce de pyramide visuelle avec des petites convictions de 2-3%, moyenne conviction 5-8%, conviction forte 10-20%. Moi, ça me laisse entendre que 5 à 8%, c'est plus des moyennes convictions. On commence à être déjà sur des convictions qui sont très fortes ou en tout cas des portefeuilles qui sont assez concentrés. Ouais, c'est très concentré et donc le parallèle, c'est que c'est très risqué. Pour moi, le risque de la conviction, moi, je suis un anti-conviction. Moi, j'ai une conviction dans un process, dans un style d'investissement, mais j'ai jamais de conviction dans une action. Je trouve que c'est trop risqué. Tu mets trop d'affect et trop de biais et tu peux te tromper. C'est comme celui qui va à une AG ou qui va rencontrer une réunion d'investisseurs, un management. Il va se dire, ouais, super, top management, génial. Mais il faut savoir que le management, ce sont des pros du storytelling, c'est des spécialistes du marketing, pas tous, hein, mais qui peuvent très bien te dire les yeux dans les yeux que tout va bien, que c'est génial et que c'est possible qu'on va décrocher un contrat la semaine suivante. Et donc déjà, toi, tu étais investi, t'adorais entre guillemets cette boîte, tu rencontres ce management, et 6 mois après, tu te rends compte que non, ils se sont trompés, soit ils se sont trompés, soit ils ont un petit peu édulcoré pour rendre les choses un peu plus belles. Donc attention, les convictions, je trouve que c'est... Bien sûr, tu as des superbes histoires. On peut te raconter de très belles histoires, mais les convictions, ça peut être problématique pour cette notion de risque concentré sur une boîte qui finalement peut tout à fait du jour au lendemain se retourner totalement. Donc toujours être le plus prudent, vérifier les bilans, vérifier ce que tu peux faire quand vraiment tu as une boîte que, entre guillemets, que tu aimes bien, que tu as en portefeuille depuis des années, c'est vérifier sur un historique de communiqué et de prise de parole du management sur des objectifs, voir derrière comment ils ont été remplis ou non, s'il y a eu des phénomènes exogènes, est-ce que c'est du fait du management, ou est-ce qu'il a pris trop de risques, il a fait ce qu'il a dit, et si il a exécuté son plan sur plusieurs années. Et là, tu peux commencer à te dire peut-être que je peux avoir confiance en ce management, en sachant que c'est pas pour ça que ça va t'exclure de tous les risques exogènes, économiques, krach boursier, phénomènes géopolitiques, etc. Ouais, et avant de conclure, j'ai envie de revenir sur un sujet dont on avait déjà parlé dans une autre vidéo et je te rejoignais pas mal là-dessus, c'est qu'il y a une différence entre le fait de choisir un multibagger et d'être très content avec son multibagger et avoir un portefeuille qui va avoir une performance globale qui est intéressante. Et faut se souvenir que à la fin des fins, ce qui est intéressant, c'est le TRI annuel. Donc il vaut mieux avoir fait, comme c'est déjà arrivé, 63% en 4 mois ou 128% en quelques mois et réallouer son capital pour avoir à aller chercher d'autres types de performances que de se dire qu'on a eu un 10 baggers et en fait d'avoir que ce seul 10 bagger et le reste d'avoir que des performances qui sont un peu dégueulasses. Donc faut vraiment raisonner en termes de performance globale du portefeuille. Ouais, il faut raisonner aussi en termes de théorie. Si tu as un 10 baggers en 10 ans, c'est bien. Mais si tu cumules plein de petites positions où tu arrives à faire des 20-30% tous les 6 mois, tous les ans, finalement, c'est beaucoup mieux. Donc, il y a l'histoire, il y a le fait d'avoir une belle ligne qui a fait une très belle performance, mais que fait ton portefeuille au global? J'ai une question un peu challenge, qui est pas forcément dans les notes que j'avais préparées, mais que je trouve intéressante. Si demain, tu as trois boîtes que tu as ciblées, qui représentent, selon tes méthodes de calcul, à peu près le même potentiel, comment est-ce que tu vas faire un choix pour investir dans l'une d'elles et est-ce que tu vas intégrer le momentum? Non, dans ce cas-là, je prendrais les quatre. Ok. Parce que j'en sais rien, je sais pas. Celui qui dit qu'il est capable de savoir et qui a raison à la fin, super.
Et moi, si j'en sais rien, c'est pour ça aussi que j'ai un portefeuille qui est assez important parce que je me sens incapable de différencier si vraiment tous les ratios sont identiques, flottant, euh, cash net, capacité bénéficiaire, retour aux actionnaires, une politique de croissance, etc. C'est plus ou moins la même chose. Autant prendre les quatre. Et après, je raisonnerai une sorte d'enveloppe. Donc en fait, même si j'ai 200 actions en portefeuille, on peut considérer que j'ai 20 actions, 20 paniers. Je raisonne en panier. Bon, bien sûr, ça inclut donc plus de suivi, des frais de courtage, etc. Et avec ça, je serai serein. Je me dirais pas, si dans les quatre, il n'y a qu'une seule qui performe, et c'est celle que j'avais pas sélectionnée parce que je trouvais que les autres, elles avaient un site web qui était plus joli, euh, super, j'ai perdu. Alors que si dans les quatre, il y en a trois qui performent, il y en a une qui est un peu moyenne, là, je dirais, ok, j'ai eu raison. Ouais, mais tu vois, t'aurais pu te dire si c'était par exemple des boîtes qui sont pas des deep value, donc qui sont plutôt des RAP, rentabilité à petit prix, donc des boîtes de valeur, mais qui ont un ROE, on va dire, important. T'aurais pu te dire comme un Eagons, ok, bah, je vais regarder celles qui ont déjà pris 15 ou 20%, celles parmi les 4 ou parmi les 3 qui a pris 15 ou 20%, parce qu'il y a une dynamique de marché, donc j'ai envie de surfer dessus, qui est un peu la thèse de Eagons. Ou tu pourrais te dire, à contrario, bah, si c'est des boîtes vraiment deep value, ok, j'ai analysé qu'il y a des catalyseurs sur ce marché-là qui fait que bah, il y a un fonds qui est arrivé, ils ont proposé le fait de racheter des actions, et donc il y a des choses qui se mettent en place. Donc, évidemment, on peut pas timer le marché, mais tu pourrais te dire bon bah ça fait partie des indicateurs que je vais suivre, tu vois. Ouais, ok, c'est un bon point. Moi, le momentum, ça me parle pas, plutôt au contraire, on a déjà parlé. Euh, Au contraire, moins il y a de bonnes nouvelles sur la boîte, pour moi, le marché est quand même relativement efficient. Si tu as déjà des bonnes nouvelles, elles sont normalement, si tu as des catalyseurs, même si c'est un petit délai le temps que le marché réagisse, c'est déjà intégré dans les cours. Donc, si tu dis qu'il y a déjà un plan d'action, il y a déjà des retours qui vont être annoncés aux actionnaires, des contrats, etc., normalement, c'est déjà valorisé. Au contraire, je préférais acquérir ou acheter des actions d'une entreprise qui a ce potentiel-là de publier des bonnes nouvelles, qui a les moyens d'attendre que quelque chose de positif se passe et que ça ne soit pas encore valorisé par le marché parce que tu te mets en situation d'avoir des bonnes nouvelles sans les payer. Si tu as une boîte où tu as déjà les bonnes nouvelles et que c'est déjà plus ou moins pricé par le marché, le potentiel pour moi il est moins important. Après, je suis d'accord avec toi. Si tu as déjà tout ce qui est t'as déjà les bonnes nouvelles, tu as tout qui a été communiqué au marché et que c'est pas pricé, oui, dans ce cas-là, il y a je préférerais investir en ce genre de boîte, mais à mon avis, il y a peu de chances que les catalyseurs, t'as 5 ou 6 catalyseurs qui sont déjà annoncés et que ça soit pas valorisé. Sinon, c'est sûr que je préfère aller sur ce genre de boîte. Bien, ça paraît évident. Je vais pas aller chercher le problème pour avoir du problème. Tu fais une transition parfaite puisque une des prochaines thématiques qu'on voulait aborder dans une des prochaines vidéos, qui était faire un comparatif entre les boîtes quality value, rentabilité à petit prix et deep value. Et là, tu introduis le fait qu'effectivement sur les études assez longues, on voit que bah, vraiment les boîtes deep value génèrent plus d'alpha que les boîtes quality value. C'est les fameux mégots de cigares de Buffett. Alors il a trop de moyens aujourd'hui pour le faire, mais en fait on n'en attend plus rien et en fait on a presque parfois le business gratuit et ces fameux signes noirs positifs où dès qu'il y a une bonne nouvelle le cours peut s'envoler. Donc bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voulez qu'on avance sur cette vidéo et un peu en conclusion. N'hésitez pas non plus à nous dire bah, si vous êtes plutôt à couper vos pertes et laisser courir vos gains, quel est un peu le nombre de titres que vous avez en portefeuille, si vous êtes plutôt concentré, diversifié, si vous avez des convictions très fortes avec parfois des titres qui sont très importants. On est curieux de voir un peu comment vous fonctionnez dans vos portefeuilles. Ouais, n'hésitez pas à nous dire, ça serait intéressant de voir dans les commentaires combien vous avez de lignes en portefeuille. Juste comme ça qu'on ait une vision 5, 10, 15, peut-être, et aussi peut-être le top 10, vos 10 premières lignes, combien elles représentent dans vos portefeuilles pour voir si vous avez un portefeuille concentré, entre guillemets, à conviction. Toujours intéressant de voir ce que les autres font. Exactement. Donc on attend vos commentaires, on revient la semaine prochaine. Salut Franck, merci à tous. Ouais, ciao, à bien. Salut, ciao.